Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Marine, je suis Stéphanie Gaugiron, je suis directrice de l'IRT Nanoelec. Donc aujourd'hui, je suis avec Thierry Baron, qui est directeur de recherche au CNRS, donc dans le laboratoire des technologies pour de la microélectronique. Donc c'est un laboratoire de recherche CNRS qui est implanté au cœur de Minatech. Et Thierry est également directeur du LabEx microélectronique de l'UGA. Donc, il vient nous présenter donc, une synthèse des travaux qui ont été menés ces dernières années sur la croissance des matériaux 3,5 sur silicium en 300 mm pour l'intégration des dispositifs nano et optoélectroniques. Donc, ce sont des travaux qui sont réalisés notamment dans le cadre du programme Photonic Sensor de l'IRT Nanoelec. Donc, ce programme, il rassemble un consortium d'acteurs académiques et industriels autour des enjeux du développement de la photonique sur silicium. Et en particulier, on travaille sur la mise au point de filières technologiques qui soient compatibles avec les filières de production en 300 mm industrielles. Donc, l'ambition première du programme, c'est d'enrichir les plateformes qui existent aujourd'hui dans l'industrie en photonique silicium et d'essayer d'adresser de nouveaux marchés et de nouvelles applications grâce à ces plateformes. Donc, par exemple, dans le domaine de la mobilité, vous avez eu un webinaire il y a quelques semaines de la part de Louise-Eugénie Bataille qui vous a présenté les travaux sur les lidars à base de puces photoniques. On adresse également le domaine des applications pour les technologies biomédicales et la surveillance, la métrologie de l'environnement, avec des travaux de quantification de l'éthanol en milieu liquide sur des puces photoniques non fonctionnalisées. Les briques technologiques qui sont développées servent également d'autres applications, et en particulier le domaine qui est en pleine extension des interconnexions optiques pour le calcul, avec comme ambition de réduire la consommation électrique qui fait aujourd'hui peur à tout le monde, tout en disposant de la puissance de calcul qui est nécessaire à l'IA. Donc, on développe par exemple dans le projet des technologies de laser forte puissance, des lasers qui sont intégrés sur silicium, et on développe, comme Thierry va l'expliquer, des procédés de croissance de matériaux 3,5 sur silicium 300 mm. Donc, les partenaires du programme sont Almae, Siemens CDA, ST Microélectronique, le CA et bien sûr le CNRS LTM, dont Thierry va illustrer les travaux. Ok. Eh bien, merci Stéphanie pour cette introduction. Donc, merci pour l'invitation et me donner l'opportunité de présenter un petit peu les travaux qu'on a fait ces dernières années sur la croissance de matériaux 3,5 sur silicium. Donc ici, vous avez le slide d'introduction avec bien sûr alors la barre, oui, il y a toutes les tutelles, donc le CNRS, l'UGA, le CEA-Leti et Grenoble INP UGA. Donc les financeurs en dessous, bien sûr Nanoelec, l'IDEX de l'UGA, BPI, France 2030, Renatec. Et donc, mon exposé commencera par une brève introduction du LabEx microélectronique. Comme l'expliquait Stéphanie, je suis à la fois chercheur CNRS, mais également directeur d'un LabEx UGA. Je dirai 2 mots pour vous présenter ce LabEx qui a débuté début 2025. Et ensuite, on rentrera vraiment au cœur du projet et de ce webinaire, c'est-à-dire comment fonctionne la croissance de semi-conducteurs 3,5 sur silicium, avec, je l'espère, un aspect suffisamment pédagogique pour être accessible à tout le monde. Donc, très rapidement, le LabEx microélectronique, donc c'est quoi? C'est un outil de l'Université Grenoble-Alpes qui regroupe 12 laboratoires, donc les principaux laboratoires qui, sur la place grenobloise, font de la microélectronique. On retrouve tous les laboratoires académiques, et également le CEA-Leti, et on a un laboratoire international qui est le LN2, situé à Sherbrooke. Donc, ce LabEx regroupe à peu près 200 personnes, a démarré en 2025 pour 2 périodes de 4 ans avec une évaluation à mi-parcours. Et on va du matériau au dispositif en microélectronique et on intègre bien sûr un continuum de l'éducation, enfin l'enseignement, la recherche, le développement et on a des interactions avec nos partenaires industriels. Alors, très rapidement, alors là, j'ai dû sauter un slide, ouais. Le programme scientifique est basé sur 4 piliers, mémoire et logique, sens, capteur et actuateur, photonique, optoélectronique, RF et device. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un séminaire dans le cadre de l'optoélectronique et photonique qui est complémentaire de ce qui est fait dans l'IRT. Et on a un axe important aussi dans ce LabEx sur la durabilité qu'on retrouve également avec des collaborations fortes avec l'IRT. Si vous voulez en savoir plus sur le LabEx, j'ai mis le site internet sur ce slide.
Donc, on va maintenant rentrer plus particulièrement dans le webinaire et le contexte pourquoi faire croître directement du 3,5 sur silicium. Donc, comme le disait Stéphanie, aujourd'hui, les technologies silicium sont partout, hein, au-delà du PC, des smartphones, on les retrouve dans l'agriculture, les transports, la santé, l'enseignement, etc. Et si on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités, je dirais, sur les puces CMOS silicium, souvent, il faut ajouter des nouveaux matériaux, introduire des nouveaux matériaux. Alors, nouveaux, pas forcément en tant que tels, puisque les 3,5 existent depuis très longtemps, mais dans le monde du silicium et dans une fab CMOS silicium aujourd'hui, c'est nouveau de traiter des semi-conducteurs 3,5. Donc, alors pourquoi? Donc, pour adresser des marchés qui sont en croissance, comme les véhicules autonomes, tu le disais Stéphanie, hein, il y a eu déjà un webinaire sur les lidars d'ST Microelectronics. Donc, ces lidars peuvent intégrer des 3,5 notamment, des capteurs. Tout ce qui est affichage, on retrouve les thématiques LED avec des semi-conducteurs 3,5. Tout ce qui est puissance, là, bien sûr, c'est d'autres types de semi-conducteurs 3,5 qu'on n'adressera pas aujourd'hui, mais il y a du nitrure de gallium, du SiC en 4,4. Et pour tout ce qui est aussi connectivité, datacom, télécom, etc., on retrouve là aussi des semi-conducteurs 3,5 à base de GAS et de phosphure d'indium. Donc, les marchés qui tirent sont le big data, l'intelligence artificielle, le quantum computing, datacom, télécom, etc. Donc, c'est tout basé sur comment collecter, processer, stocker, échanger des données. Et on va voir dans ce séminaire, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quels sont les challenges de la co-intégration de 3,5 sur silicium, avec un focus très particulier et très fort sur la croissance en particulier. Donc, alors, pour venir co-intégrer aujourd'hui du 3,5 sur silicium, il y a différentes voies. La première voie est une voie mature qui existe en industrie, hein, et qui est notamment commercialisée par Intel. C'est de séparer, je dirais, le process du 3,5 et le process du silicium. Donc là, on va tout faire dans une fab 3,5. On va faire la croissance des matériaux dans la fab 3,5, les contacts, la techno, etc. Et ensuite, on va reporter le dispositif complet sur un wafer silicium et l'interconnecter avec la circuiterie photonique silicium. Donc ça, je dirais que c'est aujourd'hui industriel, commercialisé, etc. Si on veut aller un step plus loin en intégration, donc il y a différentes voies qui sont poursuivies. Donc la voie qui est aussi développée en ce moment, c'est de déposer un germe cristallin de 3,5 sur un substrat silicium recouvert par de l'isolant. Donc ça s'appelle aujourd'hui les substrats IMPOSI, qui sont développés en particulier très fortement et très fortement poussés par SOITech actuellement. Donc là, les travaux que je reporte sont antérieurs à tout ça, ils datent de 2020, et ils avaient été faits avec le 3,5 Lab, où sur des substrats de ce type-là, un laser avait été démontré et fonctionne à température ambiante. Donc des structures laser émettrices sont fabriquées sur des substrats IMPOSI. C'est possible de faire ce type de composants. Alors nous, en tant que CNRS UGA, on a une vocation aussi à faire des développements amont, hein, qui sont largement supportés depuis maintenant à peu près 10 ans par l'IRT Nanoelec, qui est d'essayer de développer ce qui se ferait dans le futur, c'est-à-dire de faire croître directement le 3,5 sur silicium, sans passer par une étape de germe avant, hein, d'un autre substrat de type IMPOSI, et où tout serait finalement fait de la croissance au process dans une fab silicium 300 mm. Donc pour ça, il y a différents challenges à résoudre. Donc 3 en particulier auxquels je vais parler aujourd'hui. Le premier challenge, c'est lorsque l'on vient déposer du 3,5 sur du silicium, un matériau polaire sur un matériau non polaire, on va créer ce qu'on appelle des parois d'antiphase. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est et comment on a résolu ce problème. Il y a le problème des différences de coefficient de dilatation thermique. Donc là, on va pas trop en parler parce que ce n'est pas un gros problème, on va dire, aujourd'hui. Et enfin, on s'attellera à voir aussi comment diminuer la densité de défauts cristallins, et en particulier les dislocations, qui sont encore une problématique actuelle. Donc, commençons par comment on va faire croître ces semi-conducteurs 3,5 sur des wafers silicium 300. Donc, on dispose aujourd'hui au sein de la salle blanche du CEA Leti d'un équipement de MOCVD, donc de croissance par dépôt chimique en phase vapeur, pour réaliser des épitaxies ou hétéroépitaxies de semi-conducteurs 3,5 de la famille phosphore arsenic antimoine directement sur un substrat 300 mm. Donc, c'est un cluster tool que l'on a acquis à l'époque dans le cadre d'un JDP entre le CNRS, le LETI et Applied Materials.
On a démarré ces activités-là en 2012-2013 à l'époque. Donc, on voit qu'on a ce cluster qui est disponible dans la salle du CEA Leti. Et si on regarde un petit peu plus à l'intérieur du réacteur, hein, on dispose ici de tous les précurseurs qui sont nécessaires pour la croissance de ces matériaux, donc pour le gallium, TMGA, pour l'indium, le DADI, pour l'aluminium, TMAL, et pour les éléments 5, arsenic, phosphore, antimoine, on a des précurseurs qui sont organométalliques. C'est un petit peu original par rapport à ce que fait l'industrie actuellement, qui utilise de l'arsine et de la phosphine, mais c'est plus facile à utiliser ces précurseurs organométalliques et surtout c'est moins dangereux. Ensuite, on a tous les dopants, silicium, germanium et zinc pour le dopage de type N et P. Et on est en train d'implémenter le dopant carbone qui permet une meilleure localisation du dopant du type P. Ensuite, on a adapté notre machine, on a créé des suscepteurs graphite côté SiC pour pouvoir traiter des substrats 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 8 pouces et maintenant on a même du 6 pouces qui permet d'avoir une compatibilité avec les semi-conducteurs 3.5 puisqu'on sait que les substrats 3.5 GAS sont limités aujourd'hui à 6 pouces même si certains disent qu'ils ont du 8 pouces, et les substrats INP, on est plutôt limité vers du 4 pouces aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui un outil qui nous permet de faire le lien, je dirais, entre le monde des 3.5 et l'industrie de la microélectronique silicium. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a l'outil, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on s'attache à résoudre les problématiques. Et la première problématique dont je vais vous parler, c'est les parois d'antiphase. Alors, une paroi d'antiphase, c'est quoi? Alors, je crois que je n'ai pas la souris sur le slide, mais les parois d'antiphase se créent lorsque l'on vient faire croître un matériau polaire. Ici, l'exemple que j'ai pris à gauche, c'est de l'arséniure de gallium, du GAS, sur du silicium, un matériau non polaire. Et ce qu'on voit, c'est que sur une surface de silicium, en fait, on a des marches monoatomiques où on passe de dimères de silicium orientés d'une certaine façon à un autre dimère de silicium. Quand on fait du GAS, eh bien, on passe d'une terrasse à une autre, d'une marche à une autre, d'un élément arsenic à un élément gallium. D'accord? Et donc, à ces marches de silicium vont se créer des liaisons qui sont arsenic-arsenic ou gallium-gallium, qui ne sont pas des bonnes liaisons naturelles dans le cristal GAS. Et donc, ça crée des défauts qui se propagent jusqu'à la surface et qui sont imagés en MEB. Alors, j'espère que vous voyez sur l'image MEB au milieu, en haut, on voit des petites lignes qui représentent finalement le signal, enfin, la signature topologique de la présence de parois d'antiphase qu'on revoit sur l'image AFM en dessous, ces lignes que vous voyez apparaître sur l'image orangée. Et ça crée aussi une rugosité. À ce moment-là, on a une rugosité d'environ 1,6 nanomètres. Et en plus, ces parois d'antiphase peuvent avoir une activité optique ou électrique qui peut parfois dégrader la performance des dispositifs. Alors, vous voyez, cette problématique n'est pas nouvelle. Hein. La publication que je cite date de 1984. Donc, ils ont trouvé une solution, c'est de créer des marches biatomiques, finalement, sur du silicium. Donc, à l'époque, ils ont fait ça en utilisant des substrats qu'on appelle fortement désorientés, 4 à 6 degrés de désorientation sur un silicium 1,00, et qui permet, via un recuit, d'obtenir ces marches biatomiques et donc d'éliminer la présence de ces parois d'antiphase. Alors maintenant, si on veut être compatible microélectronique, il faut être compatible avec les standards du CMOS et donc avec des substrats qui sont nominaux, donc pas désorientés. Et nous, c'est ce sur quoi on a travaillé beaucoup au début, c'est comment finalement utiliser des substrats standards de la microélectronique pour obtenir des marches biatomiques. Alors en haut à droite, vous voyez, il y a un petit schéma là qui a été extrait de la publication précédente que vous voyez sur ce slide. Donc les terrasses de silicium, en fait, sont recouvertes de dimères de silicium qui sont soit parallèles aux marches atomiques, soit perpendiculaires aux marches atomiques. Et donc, on a travaillé avec le groupe de Pascal Pochet qui a fait des calculs pour voir si ces surfaces étaient stables et si on pouvait finalement, quelque part, se retrouver avec une gravure sélective d'une marche monoatomique par rapport à une autre. Donc, ce n'est pas vraiment une gravure sélective, mais en fait, ce qu'il a fait, il a fait des calculs de formation de lacunes de dimères lorsqu'elles sont parallèles ou perpendiculaires aux marches. Et il a montré qu'avec le calcul, selon le potentiel chimique d'hydrogène qu'on avait dans le réacteur, on pouvait avoir une zone où on pouvait enlever un type de marche et conserver l'autre type de marche. Donc, a priori, en jouant sur des recuits haute température sous hydrogène, la théorie prédit qu'on peut enlever un type de marche par rapport à l'autre et donc se retrouver sur des substrats compatibles avec la microélectronique avec des marches biatomiques. Donc ça, c'est la théorie. Donc nous, on s'est appuyé là-dessus pour mener un certain nombre d'expériences.
On est parti sur des substrats silicium nominaux avec une très faible désorientation, hein, 0,2, entre 0,1 et 0,2, 0,3 degrés, donc qui est compatible bien sûr avec tout ce qui est fabriqué dans les industries CMOS microélectroniques. Et on a appliqué des recuits haute température et on a fait varier la pression d'hydrogène pendant ces recuits haute température. Alors l'image à gauche montre une image AFM qui a été acquise après un recuit avec une pression faible d'hydrogène dans le réacteur. Donc on voit qu'on a bien une réorganisation de la surface de silicium, mais avec des marges qui sont monoatomiques. L'image du milieu montre un recuit avec une pression un peu plus importante. Et là, l'image AFM montre des marches bien alignées. Et surtout, quand on mesure la hauteur de ces marches, eh bien, on retombe sur des marches qui sont cette fois-ci biatomiques. Donc, on a réussi finalement à obtenir une fenêtre de procédé où on forme des marches biatomiques sur du silicium standard de la microélec. Et si on augmente encore la pression, c'est l'image à droite, là on a une surface qui est complètement désordonnée de type dendritique où là, bien sûr, il n'y a plus de marge biatomique, plus rien. Donc maintenant, il faut voir si ça fonctionne pour éliminer les parois d'antiphase. Donc partant de cette surface, qu'on retrouve ici sur l'image AFM à gauche, on a fait croître du GAS, un seigneur de gallium, mais ça marche aussi pour l'antimoine, GASB, etc. C'est assez générique. On fait croître du GAS en 2 étapes. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez, après l'étape basse température, on fait une toute petite couche de GAS pour venir nucléer le matériau. Et ensuite, on fait une couche de meilleure qualité par-dessus à haute température plus épaisse. Eh bien, on voit qu'on a une rugosité qui est beaucoup plus faible que précédemment, 0,6 nanomètres. Et en plus, on n'a plus de parois d'antiphase. On obtient des marches atomiques sur le GAS, mais on a éliminé complètement les parois d'antiphase après 400 nanomètres d'un buffer de GAS, donc qui est très mince. Donc aujourd'hui, ce procédé, utilisant des plaques silicium compatibles CMOS, on a réussi à éliminer complètement cette problématique des parois d'antiphase. Donc maintenant, je vais dire 2 mots simplement sur les différences de coefficient de dilatation thermique, principalement entre le silicium et le GAS. Donc aujourd'hui, si on fait croître une très forte épaisseur de 3,5 sur silicium, on va avoir apparition de ces cracks. Nous, on est plutôt dans une démarche de faire des couches relativement minces, quelques microns maximum. Et en plus de ça, on le verra dans la suite de l'exposé, au lieu de faire une épitaxie pleine plaque, on se concentre aussi sur des épitaxies sélectives qui relaxent les problématiques de contrainte et la formation de ces cracks. Donc, j'en parlerai pas parce que finalement, ce n'est pas le problème principal, c'est plus ou moins résolu. Et on va regarder dans la suite là, de ce petit webinaire, c'est comment on peut traiter la formation des défauts cristallins qui apparaissent, donc qui sont les dislocations. Alors, pourquoi ces défauts apparaissent? Si on regarde les petits schémas, les 3 petits schémas là, bleu et jaune, donc le bleu représente finalement la cellule élémentaire du silicium qui va avoir un certain paramètre de maille. Le GAS a lui un paramètre de maille plus grand, donc il a une cellule élémentaire qui va être plus grande, qui va se déformer quand on le fait croître pour matcher avec la cellule élémentaire du silicium, mais ça va induire une contrainte. Cette contrainte va augmenter et au bout d'un moment va se relaxer en créant des défauts à l'interface silicium-GAS. Donc c'est ce qu'on appelle les dislocations qui se propagent dans le matériau et qui, elles, pour le coup, peuvent être tueuses pour les efficacités de photoluminescence, mais également pour la mobilité des porteurs, etc. Donc, il faut essayer de limiter au maximum la formation de ces dislocations. Donc, on va essayer de s'atteler à voir quelles peuvent être les solutions pour limiter ces dislocations. Alors là, pour les imager, je vous ai mis trois images. On va rester sur le set d'images à gauche, et celle qui est en haut à gauche, c'est une section en vue transverse de GAS qui a été crue sur du silicium. Donc, on voit qu'il n'y a pas de paroi d'antiphase, mais par contre, alors j'espère que vous voyez bien, mais à l'interface, c'est noir. Et en plus, il y a des traits noirs qui peuvent se propager dans la couche de GAS. Donc, ce sont là les dislocations qui vont aller jusqu'à la surface. Alors, il y a différentes stratégies pour venir maintenant recourber ces dislocations et créer une annihilation, excusez-moi, des dislocations. Donc, on limite, on va décroître la densité de ces dislocs. Donc, on peut insérer ce qu'on appelle des filtres à dislocation, qui sont des super réseaux INGAS-INGAS. Donc, l'INGAS va être un petit peu contraint, va courber les dislocations qui vont venir finalement s'annihiler et on diminue leur densité. Alors, pour améliorer l'efficacité de ces filtres, on ajoute ce qu'on appelle des cyclages de recuit thermique qui augmentent la mobilité des dislocations. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on a regardé très rapidement. On n'a pas
pousser à fond ce mécanisme-là, mais on voit qu'en allant très simplement, en mettant un seul filtre et un TCA, on arrive à réduire d'un facteur 10, voire plus, la densité de dislocation. On tombe de 19 par centimètre carré à 18 et certaines fois dans la gamme des 17. Alors, pour être complet sur cette étude, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur l'introduction de filtres à dislocation, de recuit thermique derrière. Et il y a un groupe qui est très actif, c'est le groupe du professeur Liu à l'Université College London, avec qui on a beaucoup de collaborations et on a fait des lasers. Donc, il a fait des lasers sur nos substrats. Et lui a développé une très forte thématique sur l'introduction de ces filtres à dislocation et des recuits thermiques. Donc, on voit sur l'image de gauche, là, il insère 4 filtres à dislocation qui sont des insertions d'INGAS qui vont recourber petit à petit les dislocations et en diminuer fortement la densité. Et si vous regardez la petite courbe en bas à gauche, on a l'évolution de la densité des dislocations en fonction du nombre de filtres et de leur position. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec cette technologie, on est capable de réduire la densité de dislocation dans les gammes des 10,6 par centimètre carré. Donc, ça commence à être quelque chose d'acceptable pour faire des dispositifs fiables et reproductibles. Et avec ça, ils ont déjà fait des lasers à température ambiante, lasers à boîte quantique, qui lasent à 1.3 en continu avec un T0 supérieur à 50 degrés, etc. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Aujourd'hui, on peut faire des lasers sur silicium qui fonctionnent à température ambiante en continu. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder les travaux de ce groupe. On a beaucoup collaboré avec eux et on leur donne nos wafers de silicium avec des buffers de GAS et par-dessus, ils font des cavités, enfin des lasers. Alors, maintenant, donc, pour résumer un petit peu, nous, ce qu'on fait en 2D, on est capable de passer du silicium au GAS, à l'INP et au GASB, on va dire. Et on est capable de fournir ces plateformes à nos collègues pour faire des dispositifs ou faire nous-mêmes des dispositifs en épitaxie, en hétéroépitaxie, directement sur ces plateformes. Alors, la solution qu'on a un petit peu plus poussée pour diminuer les densités de dislocation, c'est de travailler, comme je le mets sur ce slide, sur des épitaxies sélectives. Et je vais vous expliquer un petit peu le principe de l'épitaxie sélective. Donc, l'épitaxie sélective, c'est quoi? On va partir d'un substrat silicium standard, on met un SiO2 thermique ou déposé, et ensuite on vient le paterner, le structurer, et on se retrouve comme ceci avec des cavités qui vont jusqu'au silicium dans du SiO2. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'image du haut, et on vient remplir ces cavités en faisant une hétéroépitaxie de 3,5 directement sur silicium. Alors, sur l'image au milieu, j'ai mis un zoom sur une seule cavité qui a été remplie par du GAS. On voit bien le silicium en bas, les murs de SiO2 et le GAS qui croît, avec une zone très noire à l'interface où on concentre là une grande partie des défauts de ces dislocations. Certaines dislocations partent, vous voyez, elles ont un certain angle, la plupart 54 degrés, et elles viennent s'arrêter finalement sur le mur du SiO2. Comme ça, on bloque une grande partie des dislocations, au moins en latéral. Si on a une ligne, après, toutes les dislocs qui partent en longitudinal, comme ça, dans la direction de la ligne, on ne les bloque pas. Mais par contre, on a déjà une filtration importante des dislocations qui nous permettent de descendre dans les gammes de 17, 16 par centimètre carré de dislocation. Donc, avec ça, on est capable de faire ce que je montre sur l'image à droite, des puits quantiques qui ont une bonne efficacité de photoluminescence et des composants. Donc, si on va aller plus loin, là, c'était une démonstration de croissance de GAS avec quelques puits, mais il faut être capable de faire une structure complète par-dessus si on veut faire un composant à pompage électrique. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, surtout pour des applications optiques. On va vouloir faire des lasers pompés électriquement. Il faut des zones de confinement optique, des zones de confinement électronique, etc., et des zones de contact. Donc là, tout de suite, on complexifie un petit peu la chose. Et ce qu'on voit, c'est que si on veut faire croître une structure très simple avec des puits quantiques d'INGAS, donc là, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, il y a un trait, la séparation, c'est entre le SiO2, le substrat de silicium. Alors, on a un raffinement en plus. Dans le substrat de silicium, on est capable de faire des attaques sélectives qui vont venir révéler les plans 1 à 1. C'est pour ça que vous avez une formation en V comme cela dans le silicium. Et ces plans 1 à 1 permettent d'une part d'éliminer les pores d'antiphase, donc on n'en a pas, et de faciliter l'annihilation des dislocations. Vous voyez certainement là des dislocations qui partent des plans 1 à 1 et qui viennent se recourber. D'accord? Et chaque petit plan noir que vous voyez sont des plans d'INGAS. On voit que dès qu'on sort de la cavité, on revient à des structures qui étaient en V-shape, qui sont maintenant planaires. Et au-dessus, on a très peu de défauts et donc des systèmes très performants. Si on veut faire des systèmes avec des confinements optiques, il faut intégrer aussi des matériaux de type ALGAS.
Alors là, ça se complique parce que dès qu'on met de l'aluminium, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, surtout en présence d'oxyde. Et on va avoir ce qu'on appelle différentes compositions d'aluminium dans les structures. Donc là, il faut vraiment faire pas mal d'engineering de croissance. C'est ce qu'on a fait. On a beaucoup, je dirais, réfléchi et tourné les boutons pour arriver à avoir des couches d'algas uniformes en composition, en épaisseur, pour pouvoir par-dessus poser les puits quantiques, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à gauche. Là, c'est encore une coupe. Et vous avez à droite des cartographies qui montrent la répartition de l'arsenic, du gallium et de l'aluminium dans la structure. Et on retrouve sur le petit graphe au milieu, là, c'est une coupe où on voit l'évolution des différents matériaux. Et on voit très bien en bleu et en rouge, là au moment où on a les puits quantiques, on retrouve bien cette alternance INGAS-GAS. Donc ça, on arrive à le faire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études et c'est une voie qui est très prometteuse, c'est-à-dire de ne pas faire de la croissance sur toute la plaque, mais dans des zones très précises où on a besoin de matériaux 300. Alors là, comme pour la partie filtrage de dislocation, je fais un petit état de l'art. Bon, je ne cite pas tout le monde, il y a plein de groupes qui bossent là-dessus, mais l'IMEC a publié très récemment, là, en 2025, de très très jolis travaux sur ces croissances sélectives. Donc, eux utilisent des cavités très très petites, comme vous pouvez les voir sur l'image à gauche, qui sont inférieures à une centaine de nanomètres. Et comme ceci, ils viennent confiner les défauts dans la partie qui est dans l'oxyde, et dès qu'ils sortent de l'oxyde, en fait, on retrouve une croissance avec très peu de défauts. Et dans leur papier, là, ils disent qu'ils ont atteint des densités de 6,14 par centimètre carré. Donc, ils sont vraiment très, très faibles. Là, on se rapproche quand même de densités de dislocation qu'on peut retrouver dans certains substrats, on va dire. Donc ça, c'est le groupe de Bernadette Cunert qui est très actif dans ce domaine-là. Et ils ont réussi comme ceci à faire des sources de photons uniques qui peuvent être très intéressantes, notamment pour tout ce qui est quantique. Voilà. Alors, donc là, en termes de croissance, donc ce qu'on a montré aujourd'hui, on est capable d'enlever les principaux défauts, on va dire, les pores d'antiphase, les dislocations, moyennant un petit peu d'engineering de substrat. Et donc maintenant, il y a des dispositifs qui sont faits. Je vais vous montrer dans les 5-10 minutes qui me restent, là c'est à peu près ça François, des exemples de dispositifs qu'on a réalisés ici sur le site grenoblois et notamment aussi dans le cadre de l'IRT. Alors, donc, les deux exemples que j'ai choisis, on fait beaucoup d'autres choses. Là, on est focalisé optoélectronique, photonique. Donc, on a pris comme longueur d'onde d'exemple 940, mais on adresse d'autres types de longueurs d'onde, c'est un exemple. Et on adresse aussi d'autres thématiques, comme par exemple l'électronique pour l'ARF. Donc là, les deux exemples que j'ai pris, c'est la réalisation de photodétecteurs à 940 et d'un émetteur à 940 en utilisant des lasers membranes. Donc, on va commencer par les photodétecteurs. Donc, nous, notre objectif, je l'ai dit une fois, mais je n'ai pas trop insisté, c'est de réaliser des composants qui utilisent des faibles épaisseurs de semi-conducteurs 3,5. Quand je dis faible épaisseur, ça va être quelques microns, 1, 2, 3 microns maximum, à comparer avec des lasers de type Vexel qui vont faire une dizaine de microns, c'est quand même relativement faible. C'est pour ça aussi qu'on élimine la problématique des cracks. Par contre, si on veut faire un photodétecteur avec peu de matière, eh bien, il faut faire de l'engineering de dispositif. Donc, il faut mettre la zone active qui va absorber les photons dans un donc qui va optimiser. Eh bien, les photons vont faire plusieurs allers-retours avant d'être absorbés. Et comme ceci, on va optimiser notre rendement quantique. Donc, les technologies et les structures qu'on développe, nous, ce sont ce qu'on appelle des photodétecteurs à cavité de Bragg. Et donc, pour ce faire, il faut, dans un premier temps, développer la croissance des miroirs de Bragg. Donc ça, c'est bien connu dans les 3,5, on n'invente rien. C'est des alternances de couches qui vont avoir des indices optiques différentes. Donc là, on travaille sur de l'algas avec 90% environ d'aluminium et GAS. Et on vient finalement ajuster la composition d'algas et l'épaisseur du bicouche pour venir obtenir une réflectivité maximum à 940 dans ce cas. Mais on peut se décaler à 1,13 ou 1,3 où on veut en jouant sur les compositions et les épaisseurs. Donc ici, on a fait ça sur différents substrats. Donc la première courbe de réflectivité que vous voyez en haut à gauche, c'est une courbe de référence pour nous qui est faite sur un substrat de GAS. La deuxième courbe, c'est faite sur un substrat de silicium avec un buffer de germanium. Parce que j'en ai pas parlé, mais avec un buffer de germanium nous permet de réduire la densité des dislocations à 17 par centimètre carré.
Et après, on fait ça à droite sur un substrat de silicium avec un buffer de GAS. Et vous voyez, si on regarde à la longueur d'onde de 930-940, pour tous les miroirs élaborés sur ces 3 types de substrats, on se retrouve avec une réflectivité de 80% pour uniquement 5 périodes. Donc, ce qui est correct et ce qui est attendu. D'accord ? Puisque le modèle, c'est la courbe en point et la courbe expérimentale et la courbe en continu. Donc, on est très proche de ce qu'on doit obtenir. Donc, on sait faire des miroirs. Donc, on fait un miroir inférieur, on peut faire un miroir supérieur. Ça marche sur tous les types de substrats. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est une zone active qui absorbe. Alors là, la zone active qui absorbe à 940, c'est de l'INGAS, INGAS. Donc là encore, on va avoir un paramètre de maille différent. Et donc, si on veut empiler, par exemple, 120, 150 nanomètres d'INGAS, nécessaire pour un dispositif à cavité résonante, on va créer des dislocations parce qu'on va avoir une différence de paramètres de maille importante. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle un super réseau à compensation de contraintes où le bicouche INGAS GASP va être, lui, accordé en maille sur GAS. Donc, on ne va pas créer de dislocation. Et comme ceci, en mettant 13 périodes, on est capable d'obtenir nos 150 nanomètres d'INGAS, grosso modo, qui vont absorber les photons à la bonne longueur d'onde. Donc, ça, on l'a développé, ça marche, ça fonctionne. Et donc, ensuite, l'objectif, c'est de l'intégrer dans un composant complet. Donc, on l'a fait sur substrat GAS, c'est pour avoir une référence. Et sur substrat silicium à droite, vous voyez, où on intègre toute la structure, le miroir inférieur, la jonction PIN et la zone active. Et quand on fait ça, on fait la croissance. Donc, on vous montre ici une image vue en coupe de la référence faite sur substrat GAS et sur substrat silicium en bas à droite. Donc, on retrouve là dans la zone du buffer de GAS des petits traits noirs, vous voyez, qui partent dans la structure. Ça, c'est encore la présence de nos fameuses dislocations qui se propagent un petit peu dans le miroir et dans la zone active. Mais malgré tout, on est capable, comme ceci, de faire croître toute la structure et de maîtriser les épaisseurs, les compositions et les longueurs d'onde. Ouais, c'est ça, oui. Et les longueurs d'onde qu'on veut atteindre. D'accord ? Tous ces petits défauts, on ne les retrouve pas dans le GAS, bien sûr, puisqu'on est en accord de maille. D'accord ? Donc, ceci étant fait, ensuite, on vient processer ces substrats. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Donc, on vient prendre des contacts NEP. Donc, ça, c'était des premiers démonstrateurs. Donc, en général, on fait des premiers démonstrateurs à la PTA. On regarde si ça fonctionne. La PTA, c'est la plateforme technologique amont du réseau Renatec et du CNRS-LTM qui nous permet de faire de l'exploration. Et ensuite, on passe à la PFP, au CEA-LETI, où là, on a des procédés plus stables, plus reproductibles. Et après, s'il faut aller plus loin, eh bien, on passe au 41. Éventuellement chez l'industriel. C'est le schéma de transfert, je dirais, classique qu'on peut avoir. Et vous voyez, une fois qu'on a fait ces petits démonstrateurs, on fait des mesures de courant dans l'obscurité en fonction de la tension. Faites sur la courbe de référence, sur la diode de référence, c'est en bleu, en vert, excusez-moi, sur substrat GAS, et en bleu sur substrat de silicium. Donc, on voit qu'on a une petite dégradation due à la présence de ces dislocations, mais c'est quand même pas dramatique. Ça fonctionne. Alors après, on a quantifié quand même l'efficacité quantique de ces photodétecteurs. Et ce qu'on voit, c'est que sur GAS, on est proche du maximum, c'est la petite étoile, du maximum théorique, on est à 25%. Sur silicium, on descend à 15%, donc on a une perte d'environ 50% d'efficacité quantique. Mais ces résultats sont quand même prometteurs. Et on continue cette action très fortement au sein du labo, notamment. Alors, ce qu'on développe beaucoup dans le cadre de l'IRT, c'est les lasers membranes. Donc, on a pas mal d'actions là-dessus. Ça a été démontré la première fois en technologie INP par les Japonais. Et donc, nous, on maîtrise mieux la technologie GAS. Donc, on a décidé avec nos partenaires de l'IRT de travailler sur des technologies GAS et des structures membranes basées sur ces technos GAS. Donc, dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus préliminaires pour l'instant. Donc, sur un substrat GAS, on fait croître des puits quantiques de GAS ALGAS qui vont émettre à la longueur d'onde désirée. Donc là, comme je vous le disais, c'est du 940. Ensuite, on vient faire un collage. On reporte la membrane sur substrat Si et SiO2. On fait une première gravure sélective où on va venir faire croître sélectivement un contact de type PGAS. Une deuxième gravure pour faire une reprise d'épitaxie sélective pour le contact de type N. Et ici, vous voyez, on n'a pas une structure à injection verticale classique, mais une structure à injection horizontale, assez originale, qui permet d'avoir une membrane très fine, typiquement de l'ordre de 400 nanomètres. Donc, on consomme très peu de matériaux 3,5 avec ce type de structure originale. Donc,
Ici, on voit à droite le mécanisme de collage qui a bien marché, on voit à droite. Et en bas à gauche, vous avez une image en cross-section après une reprise de croissance d'un contact sur les puits quantiques, contact latéral. Et l'image en bas à droite, c'est une vue par-dessus de la structure complète où on a les contacts, les reprises d'épis sélectives et la zone active. Donc ça, par contre, là, toute la techno, là, qui est un petit peu, je dirais, doit rester propre tout le temps, est faite au CEA Leti entre la PFP et la plateforme du 41. D'accord. Et bien sûr, notre bâti d'épitaxie. Donc tout ça travaille en très bonne intelligence, on va dire, et bonne complémentarité. Donc voilà, donc là, pour vous montrer les procédés qu'on a développés là tous ensemble, l'important, c'est comme on veut faire de l'injection latérale, c'est qu'il n'y ait pas de défaut entre la zone de contact et la zone d'appui. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, on a été capable de le faire. Vous voyez ces images thèmes à très haute résolution. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais l'image du milieu, c'est haute résolution, on voit tous les puits. Et on a fait un zoom dessus entre les puits et la zone de contact. Et on voit qu'on a une très bonne continuité des réseaux cristallins. Donc, il n'y a pas de défaut. Et a priori, on devrait pouvoir injecter des porteurs dans les puits quantiques. Donc ça, j'insiste sur le fait qu'on peut faire ça parce qu'on bénéficie de tout le savoir-faire et de la propreté des salles blanches de la PFP et du 41 et qu'on peut passer de l'une à l'autre très facilement et enfin relativement facilement, on va dire, et qu'on est capable d'interagir là-dessus et ça fonctionne très bien. Et si on regarde les premiers résultats obtenus dans la thèse de Matteo Schaub, qu'il a publié, donc les diodes fonctionnent, l'injection fonctionne et on a obtenu de l'émission électriquement pompée à 930 nanomètres. Maintenant, ce qu'on veut faire dans le cadre de l'IRT, c'est aller un step plus loin. Pourquoi pas rester à 940, changer de longueur d'onde, intégrer des boîtes quantiques, etc. et travailler sur ces structures à membrane à différentes longueurs d'onde. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Donc, on avait ce webinaire qui était vraiment focalisé sur comment faire croître des matériaux 3,5 sur silicium. Donc, aujourd'hui, on est capable d'éliminer une bonne partie des défauts. Donc, toutes les parois d'antiphase, on les élimine. Les problèmes de crack, on les élimine. Les dislocations, on est capable aujourd'hui de descendre à des densités de l'ordre de 10,6 par centimètre carré. Vous avez vu qu'il y a des mecs qui descendent même à 10,4 selon les technologies. Donc, ça avance. Il y a énormément de progrès dans cette thématique-là pour intégrer directement et faire croître directement le 3,5 sur silicium et faire des circuits photoniques finalement directement sur des substrats à grande dimension. Donc, je vous ai montré quelques exemples qu'on a réalisés chez nous ici sur le site grenoblois, sur le bassin grenoblois complet, hein, intégrant les équipes CNRS, CEA, etc., et même ST dans certains cas. Donc, on fait des photodétecteurs, des émetteurs. Il faut encore travailler, bien sûr, sur cette approche qui est une approche long terme, et l'IRT nous permet de travailler sur le long terme. Ça fait, je disais, une petite dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. Et c'est important parce que c'est des technologies qui ne sont pas encore matures, qu'il faut mener à maturité. Donc, on peut faire ça en 200 et en 300 mm. Et bien sûr, il y a une thématique importante dont je n'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui. On travaille aussi beaucoup sur l'éco-conception et savoir comment réduire l'impact de nos technologies. Et les lasers membranes seraient une solution aussi pour réduire les impacts. Mais ça, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important. Et peut-être qu'avec l'annonce du symposium, tu pourras en parler. Voilà, donc merci et je te rends la parole. Merci beaucoup, Thierry, pour cette présentation particulièrement pédagogique. Marine, je vous laisse voir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut afficher les questions? Alors, Stéphanie, nous n'avons pas de questions pour l'instant. D'accord. Eh bien, moi, j'ai une question pour commencer, si ça vous va. Finalement, en termes de maturité, donc on voit qu'il y a quand même un certain temps de développement qui a déjà été concédé, on va dire. Et finalement, si on doit estimer quand est-ce qu'ils seront industrialisables, est-ce qu'on arrive à avoir une idée est-ce qu'on peut imaginer, disons, à quelle période on pourrait avoir ça dans des salles blanches industrielles? Ouais. Alors, ça dépend des technologies qu'on va utiliser. Comme je disais, si c'est tout faire dans du 3.5, une fab 3.5, ça c'est déjà industriel. Maintenant, si on part sur des technologies de type IMPOSI, le substrat est développé par SOITech notamment, donc là, on voit qu'aujourd'hui, les lasers sont déjà performants. Donc, si on arrive à co-intégrer cette technologie avec de la circuiterie photonique, je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver relativement rapidement, mais ça, c'est à voir avec les intégrateurs, bien sûr, et puis avec la volonté des industriels de mettre du 3.5 dans leur fab. Donc ça peut arriver
ce sera la première chose qui, à mon avis, peut arriver. Ensuite, l'intégration directe avec la croissance directe peut prendre un petit peu plus de temps, puisqu'on a encore cette problématique qu'il faut quand même baisser encore les densités de dislocation et surtout travailler sur la fiabilité et la reproductibilité des composants et leur durée de vie. Donc ça, je dirais que c'est le next step post-2030 qu'il faut qu'on prépare. Je dirais dans la période qui vient, les 4-5 ans qui viennent, il faut qu'on prépare cette technologie-là et l'amener à une plus forte maturité qui aujourd'hui reste quand même plus proche des académiques. Si tu regardes ce qui se fait quand même à Santa Barbara, chez Bowers, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites et ils ont des startups qui sortent et eux disent qu'ils sont quasiment prêts pour la commercialisation. Donc, il y a des choses très intéressantes qui se développent très rapidement dans ce domaine-là. De très, très nombreux progrès ont été faits. On a été longtemps bloqué, finalement, sur ces thématiques 3.5 sur silicium, jusqu'en 2015-2016, on va dire. Et là, les lasers fonctionnant à température ambiante, à boîte quantique, intégrant tous ces filtres, ont commencé à émerger et ils ont des performances qui sont de plus en plus intéressantes pour le côté industriel. Et nous, récemment, là, on travaille aussi, on collabore avec le LAS, et on a été capable, avec le LAS, de faire des VCSEL. Donc là, c'est une publication qui va bientôt être faite. Et ils ont obtenu des résultats prometteurs là-dessus. Donc, je dirais qu'on a encore besoin de développement, mais les résultats commencent à être là. Donc, ça arrive à point nommé pour répondre aux besoins qui s'affichent croissants pour l'IA. Voilà, c'est ça. OK. Alors, du coup, une autre question. Merci pour les questions en ligne. Pouvez-vous partager votre vision de la co-intégration des composants 3.5 avec des composants CMOS? Alors, bonjour Bruno, merci pour ta question. Donc, il reste 2 minutes, je vais aller très vite. C'est ce qu'on discutait avec Stéphanie. Donc, aujourd'hui, si tu fais tout en Fab 3.5 et que tu reportes sur du silicium, bon, bah, ça existe. D'accord. Et ensuite, si on veut faire tout dans une Fab silicium, il faut passer sur des substrats type IMPOSI ou des solutions croissance directe, où là, on a quand même pas mal discuté là-dessus, hein, et il y a encore un petit peu de développement à faire pour la croissance directe, je dirais, post-2030. Et c'est compatible en termes de température? Oui. Bah parce que là, on n'est pas en back-end. Il faudra vraiment qu'on… Sur la partie front-end. Il faudrait le faire sur la partie front-end. OK. On peut peut-être prendre une dernière question s'il y en a une. En faisant vite. Alors, je vois… Est-ce qu'il y a un intérêt à appliquer la méthode des… Attends, est-ce qu'il y a un intérêt à appliquer la méthode d'épitaxie sélective pour faire croître du GAN sur un substrat orienté silicium orienté 1-1-1? C'est un peu différent du GAS, mais tu as peut-être la réponse. Alors, je n'ai pas la réponse. Je sais qu'il y a pas mal de travaux sur le GAN et notamment sur des croissances sélectives avec des réépitaxies latérales, bon, notamment pour Aledia. Oui, ça existe en GAN, la croissance sélective. Aujourd'hui, tout ça est bien regardé. Moi, ce n'est pas mon cœur de métier, mais tu peux regarder tout ce qui se fait côté créa, notamment. Ouais, je pense qu'il y a des techniques qui s'appellent les logs, qui sont du même type et c'est utilisé pour le GAN. Ouais. Okay. Bon, il est 59, je pense qu'on va devoir conclure. Donc, alors, quelques informations. Déjà, vous pourrez retrouver dès lundi ce webinaire en replay sur le site de l'IRT Nanoelec. Ensuite, un petit peu de lecture. Je pense que Marine vous l'a déjà indiqué, mais le rapport public de Nanoelec est en ligne avec notamment tout un chapitre. Donc, c'est les pages 46 à 54 sur la partie photonique sensor. Et puis, un rendez-vous à ne pas manquer avec Thierry à nouveau. Nanoelec avec le PEPR électronique, le PUI Grenoble-Alpes et le LabEx microélectronique UGA organise un symposium sur l'électronique et le numérique durable le 16 décembre à Grenoble avec les principaux acteurs de l'écosystème en France et des délégations québécoises, belges et suisses. Donc, ce sera un symposium en français qui sera présidé donc par Thierry. Voilà, qui pourra, si je ne me trompe pas, il y aura des travaux aussi réalisés dans le cadre de l'IRT sur les parties qui sont soumises aujourd'hui. Voilà, qui ont été soumises. Voilà. Okay. Ben, je vous remercie. Merci. Et puis, merci encore Thierry. Merci Stéphanie.